Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce point économique où la diplomatie américaine se heurte une fois de plus à l'ONU pendant que les grandes banques centrales tracent des chemins de plus en plus divergents. Au menu aussi, l'industrie mondiale des semi-conducteurs en pleine recomposition, la compétitivité française plombée par ses retards de paiement et une Amérique qui avance sur une ligne de crête économique et géopolitique. Encore une fois, la sixième depuis octobre 2023, les États-Unis ont sorti l'arme fatale, le veto. Hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, Washington a en effet bloqué une résolution qui exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza, la libération de tous les otages et la levée des restrictions israéliennes sur l'aide humanitaire. Résultat, sans appel, 14 voix pour, 1 contre, mais le texte n'existe plus. Et pour justifier ce blocage, rien de neuf, Morgan Ortagus, la représentante américaine, a affirmé que la résolution légitimait les récits du Hamas et refusait de reconnaître le droit d'Israël à se défendre. Washington répète la même ligne depuis toujours, la guerre pourrait s'arrêter aujourd'hui si le Hamas libérait ses otages et déposait les armes, sauf que 2 ans après le déclenchement du conflit, la réalité est bien plus crue, la guerre continue et Gaza meurt. Et pendant ce temps, les autres membres du Conseil haussent le ton, la famine a été confirmée à Gaza, a rappelé l'ambassadrice danoise Christina Marcus Lassen, dénonçant l'offensive israélienne qui ne fait qu'aggraver l'enfer humanitaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 65 000 Palestiniens tués selon les autorités locales et une population prise en étau entre bombardements et privations. Ainsi, l'Amérique s'obstine, fidèle à son allié israélien, elle préfère l'isolement diplomatique à l'alignement sur la communauté internationale. Alors certes, ce n'est pas la première fois, protéger Israël à l'ONU est devenu une tradition bipartisane, mais à force de dire non quand tout le monde dit oui, Washington finit par ressembler moins à un gendarme mondial qu'à un actionnaire minoritaire capricieux qui bloque l'Assemblée générale. Et pendant ce temps, eh bien, la tragédie se poursuit. Les signaux économiques américains s'assombrissent. En août, l'indicateur avancé du Conference Board a reculé de 0,5% à 98,4 points, son plus bas niveau depuis avril. Ce recul, bien supérieur aux attentes, porte à moins 2,8% la baisse cumulée sur les 6 premiers mois de l'année. Par conséquent, la croissance attendue en 2025 serait limitée à 1,6% contre 2,8% en 2024. Certes, le Conference Board n'anticipe pas de récession, mais il confirme un ralentissement durable. Cependant, le paysage manufacturier illustre une économie à 2 vitesses. D'un côté, l'indice Philly Fed a bondi de 23,2 points en septembre, un sommet en 2 ans, alors qu'il était encore négatif en août, de moins 0,3 points. Porté par des commandes dynamiques et une reprise des expéditions, ce résultat illustre une résilience inattendue dans la région de Philadelphie. De l'autre côté, l'indice Empire State de la Fed de New York a plongé de 20,6 points à moins 8,7 points, signalant une contraction nette de l'activité alimentée par le recul des nouvelles commandes et des expéditions. Ces divergences régionales ne sont pas anecdotiques, elles reflètent en réalité l'impact différencié des tensions commerciales. En effet, les hausses des tarifs douaniers imposés par Washington pèsent davantage sur certaines zones industrielles très dépendantes des importations, notamment dans l'État de New York, tournées vers les flux internationaux. À l'inverse, des régions comme la Pennsylvanie, davantage orientées vers la demande intérieure, semblent temporairement mieux résister. En outre, ce ralentissement intervient alors que la rivalité technologique et commerciale avec la Chine s'intensifie. Les restrictions sur les semi-conducteurs combinées aux surcoûts liés aux importations créent des tensions structurelles qui affectent directement la compétitivité manufacturière américaine. Dès lors, les signaux contradictoires du Philly Fed et de l'Empire State ne sont pas seulement statistiques, ils traduisent l'exposition inégale des États-Unis à la mondialisation et aux choix stratégiques de politique commerciale. En définitive, l'Amérique n'est pas en récession, mais elle avance désormais sur une ligne de crête, maintenir une croissance modeste tout en absorbant les chocs de la guerre commerciale. Or, cette équation pourrait bien conditionner la dynamique économique de 2025 et au-delà, le rapport de force avec Pékin. L'administration Trump envisage de transformer un fonds d'investissement de 550 milliards de dollars issu des négociations commerciales avec le Japon en levier pour refonder
l'industrie américaine. Objectif, bâtir de nouvelles usines et infrastructures dans des secteurs jugés stratégiques comme ceux des semi-conducteurs ou en passant par celui de l'énergie ou bien encore la pharmacie ou l'informatique quantique. Le plan révélé par le Wall Street Journal donnerait à Washington un rôle inédit, accès accéléré aux terrains fédéraux, avantages réglementaires et participation directe aux bénéfices, dont 90% reviendraient aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui a déjà poussé Intel et US Steel à accepter l'intervention de l'État, entend imposer sa vision d'une économie où le gouvernement oriente l'investissement industriel. Mais l'ampleur de ce projet soulève des incertitudes. Le financement exact reste flou. Le Japon nuance déjà la lecture américaine de l'accord et nombre d'entreprises hésitent à se lier à un dispositif qui pourrait s'interrompre avec un changement d'administration. Pour les républicains les plus orthodoxes, la démarche heurte le principe du marché libre. Si le plan se concrétise, il pourrait marquer le retour d'un interventionnisme industriel massif comparable aux grandes politiques d'après-guerre. À terme, il pourrait remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduire la dépendance aux importations et repositionner les États-Unis face à la Chine. Mais l'effort s'inscrit sur plusieurs décennies. Or, la véritable question est de savoir si ce nouvel âge d'or survivra à Trump ou restera une promesse inachevée. Nvidia a annoncé hier un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel en achetant des actions à 23,28 $ l'unité. De plus, cet apport financier s'accompagne d'un partenariat technologique. Intel fabriquera des processeurs x86 sur mesure pour les infrastructures d'intelligence artificielle de Nvidia. Et en parallèle, les deux groupes co-développeront des configurations combinant CPU et GPU. Or, au-delà de la dimension industrielle, l'opération doit se comprendre à travers un prisme géopolitique. En effet, la guerre des semi-conducteurs oppose désormais puissance étatique et entreprises technologiques. Les États-Unis cherchent ainsi à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Asie et notamment de TSMC et Taïwan, dont la suprématie en gravure avancée constitue un risque stratégique majeur en cas de tension avec la Chine. Par conséquent, en soutenant Intel, Nvidia contribue indirectement à renforcer une filière de production localisée aux États-Unis. En outre, ce rapprochement intervient alors que Washington multiplie les restrictions sur les exportations de puces vers Pékin. Comme Nvidia doit déjà adapter certains de ses modèles pour le marché chinois, il lui est indispensable de diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Grâce à Intel, elle se prémunit donc contre les aléas diplomatiques tout en s'inscrivant dans la stratégie américaine de souveraineté numérique. Par ailleurs, la réaction des marchés confirme l'importance de ce mouvement. L'action Intel a bondi de près de 30%, signe que les investisseurs croient en ce projet de réindustrialisation. Toutefois, il convient de souligner que les difficultés d'Intel persistent entre retard technologique et productivité insuffisante. Ainsi, l'apport de Nvidia apparaît davantage comme un levier stratégique que comme une garantie de renaissance. Si les États-Unis renforcent leur écosystème, l'Europe, elle, reste en retrait, malgré certains atouts. Alors certes, ASML aux Pays-Bas détient le monopole mondial des machines de lithographie EUV indispensables à la gravure de pointe. De son côté, STMicroelectronics joue un rôle clé dans l'automobile et l'IT. Néanmoins, malgré le CHIPS Act européen, l'Union européenne peine encore à bâtir une filière complète capable de rivaliser avec les géants américains et asiatiques. Dès lors, l'alliance entre Nvidia et Intel illustre à quel point l'Europe doit accélérer si elle veut peser dans la bataille mondiale des semi-conducteurs. Ce matin, la Banque du Japon a maintenu son taux directeur inchangé à 0,5% malgré l'opposition de 2 de ses 9 membres plaidant pour un relèvement à 0,75%. En revanche, elle a franchi une étape symbolique en décidant de commencer à réduire ses positions en actifs risqués avec la cession d'ETF pour 330 milliards de yens par an et de REIT pour 5 milliards de yens. Cette stratégie marque l'amorce d'un désengagement ordonné des mesures non conventionnelles de relance engagées après plus d'une décennie d'achats massifs. Cette inflexion intervient alors que la Réserve fédérale américaine a inversement choisi d'assouplir sa politique, annonçant mercredi soir une nouvelle baisse de ses taux face à l'affaiblissement du marché du travail. La Bank of Japan, de son côté, estime que l'économie japonaise est suffisamment robuste avec une inflation de base à 2,7% en août, en ralentissement, mais toujours
au-dessus de la cible de 2%. Son gouverneur, Kazuo Ueda, a insisté sur une approche graduelle et prudente des hausses futures, soulignant les incertitudes liées aux tensions commerciales avec Washington. Les économistes sondés par Reuters anticipent, eux, une nouvelle hausse de 25 points de base et anticipent, eux, désormais une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, les marchés partageant leur pari entre octobre et janvier. Le décalage entre la trajectoire japonaise de normalisation monétaire et l'assouplissement américain pourrait, à court terme, accentuer les pressions sur le yen, peser sur la balance des capitaux et tester la stabilité des rendements obligataires nippons. Hier, jeudi, la Banque d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur à 4%, le comité de politique monétaire votant 7 voix contre 2 pour le statu quo, 2 membres souhaitant une baisse de 25 points de base. Cette décision était largement attendue, la Banque centrale ayant déjà abaissé son taux en août. L'inflation annuelle britannique reste élevée, cependant, à 3,8% en août, soit presque le double de l'objectif de 2%. La Bank of England a souligné que, bien que la désinflation sous-jacente se poursuive, la croissance et le marché du travail restent fragiles avec une croissance nulle en juillet et un chômage élevé. Dans ce contexte, toute réduction future des taux devra être progressive et prudente. Parallèlement, la Banque centrale a annoncé un ralentissement du resserrement quantitatif, réduisant l'objectif de cession d'obligations d'État de 100 milliards à 70 milliards de livres sur l'année à venir. Toutefois, le volume de vente devrait augmenter à 21 milliards de livres avant de continuer à resserrer la politique monétaire tout en limitant l'impact sur le marché des gilts. Cette décision souligne le dilemme de la Bank of England, maintenir des taux élevés pour contenir l'inflation tout en soutenant une économie déjà fragile et en attendant les décisions fiscales du gouvernement qui pourraient fortement influencer l'activité et le marché obligataire britannique. En France, les retards de paiement atteignent désormais 14,1 jours en moyenne début 2025 selon une étude d'Altares. Or, ce chiffre place l'Hexagone très loin derrière ses voisins européens, seulement 3 jours aux Pays-Bas et moins de 7 en Allemagne. Ainsi, la France souffre d'un handicap structurel en matière de compétitivité. En effet, chaque jour supplémentaire pèse directement sur la trésorerie des entreprises, notamment des PME et TPE qui dépendent souvent des grands donneurs d'ordre ou du secteur public. Par conséquent, ces sociétés doivent recourir à des financements de court terme, généralement coûteux. Cela réduit mécaniquement leur rentabilité et surtout leur capacité à investir. Dès lors, au niveau macroéconomique, l'accumulation de retards contribue à ralentir l'activité et à accroître les défaillances d'entreprises. De plus, certains secteurs apparaissent particulièrement fragilisés, l'immobilier, les hôpitaux, bien encore les services déconcentrés de l'État. Dans un contexte marqué par une croissance atone et un crédit plus difficile d'accès, ces pratiques accentuent les tensions financières. Enfin, si la facture électronique obligatoire prévue en 2026 devrait améliorer la transparence, elle devra s'accompagner de sanctions plus strictes. Sans cela, les retards de paiement continueront de fonctionner comme une taxe cachée sur l'économie française. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui et globalement, eh bien écoutez, tout sera du côté à regarder de la politique monétaire puisqu'on attend toujours, à 11h le discours de Christine Lagarde et de Tumpman. Du côté des États-Unis, eh bien écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté macroéconomie. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé en nette hausse portée par l'optimisme monétaire venu des États-Unis. Les investisseurs ont largement réagi au message accommodant de la Réserve fédérale américaine qui a ouvert la voie à de nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'exercice 2025. En parallèle, en Europe, la Banque d'Angleterre a donc opté pour le statu quo et la Norges Bank a réduit son taux directeur de 25 points de base, accentuant le contraste avec Francfort, toujours en pause. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,87% à 7854 points, tandis que le DAX s'est envolé de 1,33% et l'Eurostock 50 de 1,61%. Le Stock 600 a gagné 0,79% tiré par les valeurs technologiques dans le sillage de la flambée du secteur des semi-conducteurs. Aux États-Unis, Wall Street a enchaîné les records hier, dopé par la détente monétaire initiée par la Fed. Après 9 mois de statu quo, la Banque centrale américaine a en effet abaissé ses taux d'un quart de point dans la fourchette de 4 à 4,25% et prévoit 2 autres baisses d'ici la fin de l'exercice 2025. Les investisseurs saluent une mesure jugée préventive et non dictée
par une récession imminente. Les petites capitalisations ont particulièrement bien réagi. Le Russell 2000 bondissant de 2,5%. Le Dow Jones a lui gagné 0,27% à 46 142 points. Le Nasdaq a pris 0,94% à 22 471 points. Le S&P 500 s'est lui adjugé 0,48% à 6 632 points. Quant au prix du pétrole hier, les cours ont reculé, lestés par les doutes sur la vigueur de la demande américaine. En effet, si la baisse de taux de la Fed a dopé actions et obligations, l'or noir, lui, reste sceptique. Le marché pétrolier regarde surtout les raisons du geste monétaire, c'est-à-dire le ralentissement économique et la fragilité du marché du travail outre-Atlantique. En outre, les stocks d'essence et de produits distillés aux États-Unis ont progressé la semaine dernière, confirmant une demande en berne. Quant à l'offre, elle ne faiblit pas. L'OPEP+ a réouvert les vannes depuis le printemps, tandis que les producteurs hors cartel, tels que les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Guyane et l'Argentine, frôlent des niveaux historiques. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a reculé de 0,75% hier à 67,44 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, a lui lâché 0,75% à 63,57 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 septembre et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada qui va nous dire si, dans le sillage de Wall Street, le CAC 40 est capable d'évoluer désormais nettement au-dessus de la zone technique des 7800 points. À tout de suite sur TV Finance.